à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. De vive voix, j'ai le plaisir de vous dire bienvenue au Hub des territoires. Vous l'avez compris, on est dans cet espace d'échange et de développement que la Banque des territoires a conçu. Vous êtes d'ailleurs encore une fois nombreux, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, pour suivre ce hub et je vous en remercie. J'espère qu'on sera à la hauteur de l'intérêt que vous nous portez aujourd'hui. Le Hub des territoires, vous savez que c'est ce lieu justement où on travaille avec tous nos partenaires pour faire ensemble, hein. C'est vraiment la volonté à travers ces échanges qu'on organise ici. Et depuis 4 ans maintenant, hein, puisque le Hub a fêté récemment son 4e anniversaire, ce sont tous les acteurs du développement territorial qui se croisent ici et que l'on anime, aussi bien les collectivités locales que nos partenaires de l'État, que des entreprises privées bien installées ou publiques, ou des start-up naissantes. Et on essaye de faire travailler tout cet écosystème ensemble autour des besoins des territoires pour élaborer des solutions pertinentes et innovantes que l'on peut accompagner avec nos moyens. Vous retrouverez toutes les aventures du Hub sur le site internet, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire à la newsletter qui vous permettra de vous tenir informé régulièrement de tous les événements qui sont organisés au Hub, et de jeter un petit coup d'œil sur les replays, puisque tout ce que nous faisons est enregistré et rediffusé sur le site internet. Donc si vous avez loupé des épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez rattraper votre retard sur le site internet, et vous verrez d'ailleurs que les petites villes de demain ont été à de nombreuses reprises témoins et acteurs dans le Hub des territoires. Aujourd'hui, une nouvelle fois, toute l'équipe que j'ai le plaisir d'animer, Petite Ville de demain, est réunie pour ce temps d'échange autour de PVD+, donc ce dispositif que l'on a déployé en lien avec la Commission européenne sur des fonds européens, et dont l'objet est d'accompagner les petites villes dans leur recherche de financement en s'appuyant sur des critères verts, hein. Donc l'objet, c'est bien de travailler avec elles la qualité environnementale de leurs projets, leur inflexion dans des trajectoires de transition énergétique et écologique, et de leur permettre à travers ça de mobiliser mieux toute une série de financements qui leur permettent de réaliser leurs projets. On est bien dans cet objectif d'opérationnaliser, de réaliser les projets. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. D'abord dans un moment où on va vous restituer un petit peu le premier regard qu'on peut porter sur l'ensemble des missions qui ont été faites auprès des PVD dans le cadre de ce dispositif. Aujourd'hui, c'est plus de 140 territoires petites villes de demain qui ont été accompagnés via PVD+, 175 communes, il y a toujours plus de communes que de territoires, et c'est déjà 1,5 million d'euros qui ont pu être mobilisés grâce aux interventions de PVD+. Donc on retrouve toutes les thématiques que vous connaissez bien dans les petites villes de demain, hein, notamment tout ce qui concerne la rénovation des équipements publics et des bâtiments publics, des locaux d'activité, tout ce qui tourne autour des questions de végétalisation, de traitement qualitatif des espaces publics, les questions de mobilité, toujours très très prégnantes dans les sujets des petites villes de demain, et puis tous les sujets autour de l'énergie, en production pour qu'elle soit renouvelable, ou en économie à travers la meilleure isolation et le traitement thermique des bâtiments. Donc ce qu'on voit à travers tous ces projets, c'est quand même de nombreux signes de transformation, hein, c'est-à-dire que les petites villes de demain se sont dotées de plans d'action, elles sont en train de les mettre en œuvre, et tout ça est bel et bien en train de produire de la transformation dans ces territoires, même si en approchant de l'horizon, du premier horizon 2026 du programme, mais on sait maintenant que le programme sera prolongé et renouvelé, ça a été annoncé très récemment, on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire pour aller au bout de toutes ces transformations, et on va continuer d'accompagner tous vos territoires. Donc on renouvelle complètement notre engagement, hein, auprès des petites villes de demain, et on est toujours dans cette volonté d'accompagner, d'accélérer, de consolider les projets qui s'y déploient. Et on va s'employer à le faire donc aujourd'hui à travers le dispositif PVD+. J'accueille Marie-Charlotte Cornet, qui en est la responsable dans mon équipe, et qui va nous faire un peu le bilan à travers les thématiques, les projets, hein, puisque vraiment nous on est
orienté vers les projets et comment on les accompagne, comment on les fait avancer. Et on va regarder ce que nous disent finalement en termes de thématiques d'intervention tous ces projets qui ont déjà été accompagnés dans PVD+. Marie-Charlotte, je te cède la parole. Voilà, merci Franck. Voilà. Avant de rentrer dans le détail des projets, quelques mots de rappel sur ce que c'est que PVD+, pour les personnes qui découvrent le dispositif, qui découvriraient le dispositif. Ce n'est pas le premier temps de présentation qu'on fait, mais resituer quand même le propos toujours. Donc, c'est un dispositif financé par la Commission européenne dans le cadre du programme InvestEU, qui consiste effectivement à accompagner les communes labellisées Petites Villes de demain pour améliorer l'ambition écologique de vos projets et vous aider à mieux capter des financements verts. Alors, c'est un dispositif qui est très modulable, qui s'adapte à la temporalité de vos projets, qui propose 7 types de prestations qui vont de la revue de projet, donc à savoir une cartographie des financements verts au regard de la typologie de vos projets, à l'analyse technique et financière qui constitue vraiment là, le sens même de PVD+, pour faire justement converger les caractéristiques de vos projets aux critères d'accès des financements identifiés. Donc là, on va vraiment travailler les solutions techniques pour pousser l'ambition écologique de vos projets à travers cette prestation. Une prestation classique mais extrêmement importante et utile pour les communes d'appui à la rédaction de dossiers de demande de financement. Une prestation d'appui à la structuration d'un argumentaire pour finaliser votre tour de table de financier. Tout ce qui est expertise, contre-expertise de business plan et 2 prestations méthodologiques pour l'organisation d'ateliers de sensibilisation et de benchmark retour d'expérience. Voilà, donc un dispositif qui est censé vous accompagner un petit peu sur toute la temporalité de vos projets. Et vous avez vraiment la main pour faire la demande d'appui, d'accompagnement via un dépôt de dossier sur une plateforme dédiée dont vous voyez l'adresse qui s'affiche, www.pvd-plus.eu. On peut peut-être également le remettre dans le fil de la discussion si vous avez besoin. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler de ne pas hésiter à poser vos questions sur le fil de la discussion. Voilà pour ces petits mots de rappel de PVD+. En quelques chiffres, même si Franck l'a dit tout à l'heure, plus de 200 sollicitations aujourd'hui déposées sur la plateforme, 150 missions PVD+, qui ont été déployées à date, la moitié à peu près terminée, 267 projets accompagnés dans près de 150 territoires PVD. Voilà, donc on est quand même, l'idée c'est aussi de pouvoir être à la hauteur aussi du dispositif PVD, programme PVD, et de la diversité des villes et des projets. À ce stade, on a quand même près de 5 millions d'euros de demandes de subventions qui ont été déposées, la moitié déjà obtenue, les autres dossiers étant toujours en cours d'instruction. Alors, une fois qu'on a dit ces quelques mots, on va regarder un petit peu plus dans le détail quels sont les types de projets qui font l'objet d'un accompagnement PVD+, pour vous donner aussi des idées, voire vous sensibiliser à la diversité des appuis qui peut être proposés. Aujourd'hui, ce qu'on regarde par rapport aux missions qui ont été lancées, c'est qu'on a plus de la moitié des projets qui concernent la construction, la rénovation ou la reconversion de bâtiments. Alors, dans ces bâtiments, on a un petit peu plus de la moitié qui concerne des équipements ou des locaux d'activité, dont des tiers-lieux. Et l'autre plus petite moitié qui concerne les bâtiments publics, hors équipement. Donc, il s'agit quoi? C'est des bâtiments administratifs, tout ce qui est mairie, centres techniques municipaux, ancienne gendarmerie, ancien centre des finances, tout ce qui est groupe scolaire, collège, lycée également. Et logement public. Donc, dans le logement public, on a notamment une problématique assez récurrente de réhabilitation d'EHPAD aussi, qui rentre dans cette catégorie-là. L'autre catégorie de projets accompagnés, c'est la requalification d'espaces publics, qui concerne essentiellement, pas que, mais beaucoup, en tout cas, majoritairement, des projets de désimperméabilisation et de végétalisation de places. On le verra dans le détail juste après. Et ensuite viennent les projets de mobilité, avec pour les 2 tiers les projets de création de liaisons douces qui sont souvent adossés aux problématiques de création, rénovation d'équipements, bâtiments, mais qui sont également intégrés à tous les projets de friches qui représentent pas mal de projets de requalification d'espaces publics. Les
projets d'énergie renouvelables sont assez résiduels, 2%, mais parce que là, on considère les projets dédiés d'installation de réseaux de chaleur, de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge, de véhicules ou de vélos électriques. Alors, dans le détail, on retrouve un peu les 5 grandes catégories que je viens de vous citer. On voit que les places, tout ce qui est renaturation et végétalisation de places et d'espaces publics sont les projets les plus représentés. Que les bâtiments interviennent un petit peu à part égale entre bâtiments administratifs, scolaires, logements, équipements, même si les équipements culturels sont plus représentés. On a les friches aussi, qui sont un type de projet qui reviennent assez régulièrement dans PVD+, sachant que les friches, c'est une opération complexe, soit c'est à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots. On est sur des logiques de reconversion, enfin de requalification d'anciens secteurs, souvent d'activité. Avec des problématiques de reconversion de bâtiments, de retraitement d'espaces publics, renaturation très forte d'espaces publics, dépollution, liaison douce, etc. Ce qu'on appelle un peu les opérations tiroirs, donc ils vont aussi aller émerger un petit peu du côté des projets un peu plus thématiques. Si l'on regarde les financements mobilisés, alors là, cette approche a été faite sur les missions qui sont terminées, sur lesquelles on a des plans de financement complets. Donc, ce n'est pas tous les projets accompagnés, puisque, comme je l'ai dit en propos introductif, PVD+, peut également adresser des projets encore peu matures sur la cartographie de financement vert. En tout cas, lorsque la donnée est disponible, qu'est-ce qu'on en retire ? Déjà que le coût moyen d'investissement des projets est de 2,8 millions d'euros, avec un taux de subvention moyen demandé. Quand je dis demandé, c'est-à-dire identifié, demandé ou obtenu, tout confondu, de 37%. Donc le reste à charge est de 63%, assez important. À ce stade, on n'a pas le détail encore de la manière dont il est vraiment utilisé, à savoir la part d'autofinancement et la part de recours à la dette. C'est des informations qu'on va continuer d'approfondir, d'avoir, et notamment via des questionnaires qui sont envoyés aux communes un an après la fin de mission, qui nous permet justement de collecter ce type d'informations. Donc je vous encourage à être vigilant sur ces questionnaires qui vous seront adressés par Technopolis. J'en profite d'ailleurs pour les citer, qui nous accompagnent sur tous ces traitements de la qualification de vos projets. C'est eux qui vont qualifier les projets lorsque vous allez déposer vos demandes sur la plateforme. Et c'est avec eux qu'on a fait ce travail un petit peu de qualification de projet et de financement. Voilà. Donc sur les contributeurs, en tout cas, on voit que l'État est le premier contributeur devant les collectivités locales, essentiellement d'ailleurs plutôt les départements que les régions. On va le voir dans le détail après. L'Union européenne intervient à 5% quand même, essentiellement via le FEDER. Et que les fonds privés, tout ce qui est mécénat, associations, fonds privés, finalement c'est assez résiduel, c'est 1% donc des recettes attendues, mais on va le voir dans le détail, il y a quand même pas mal de guichets, finalement il y a une grande diversité de guichets sur les fonds privés. Donc dans le détail, on retrouve à nouveau les 4 grandes catégories. En vert, tous les fonds étatiques, en bleu, les collectivités locales, violet, l'Union européenne et turquoise, les fonds privés. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'effectivement 70% des fonds d'État sont finalement recherchés à travers trois guichets principaux, la DSIL, la DETR et le fonds vert. Donc fonds vert qui intervient quand même, qui est très très mobilisé, largement mobilisé. Les programmes ADEME interviennent juste après et devant les agences de l'eau. On voit également que les financements d'État thématiques, ce que j'appelle thématiques, c'est tout ce qui est ministère de la Culture, Agence du Sport, ARS, CAF, interviennent également, sont bien représentés, mais c'est lié à la nature des projets accompagnés, qui sont des équipements aussi pour certains thématiques, équipements sportifs, EHPAD, centres de santé, etc. Donc ils vont aller chercher classiquement des financements portés par sur leur ministère de tutelle. Au niveau des collectivités locales, les conseils départementaux arrivent très largement en tête devant les conseils régionaux.
J'ai déjà signalé pour les financements européens que c'était essentiellement le FEDER. Et donc voilà, on voit toute une série de financements privés, en premier lieu desquels donc le programme Nature 2050 porté par CDC Biodiversité, juste devant donc les programmes actés. Mais voilà, on a toute une série de fondations voilà, qui sont sur des petits guichets, on va le voir dans le détail après, mais qui ont leur rôle à jouer lorsqu'on est notamment pour aller compléter les plans de financement. Et ça va être aussi l'intérêt de PVD+, c'est de challenger un petit peu votre plan de financement pour sortir un peu des financements, ce qu'on a déjà appelé à plusieurs fois réflexes, et aller chercher des financements additionnels, ciblés, au regard des caractéristiques de vos projets. Peut-être une précision, Marie-Charlotte, si je comprends bien, là, quand on parle de financement, on parle de demande de subvention. Oui, tout à fait. On est sur les subventions, hors, absolument. Effectivement, les recherches de financement sous forme de prêts, voilà. Qui peuvent venir compléter les plans de financement. Hein. Absolument, donc, parce que c'est qui vont venir. Ça résume pas les plans de financement là. C'est vraiment le côté subvention d'investissement. Tout à fait, on est sur le volet subvention. Le recours à la dette, ça va être dans le côté reste à charge que j'ai souligné tout à l'heure, qu'il faut qualifier un peu davantage. Pour aujourd'hui, à ce stade-là, il nous manque un petit peu d'informations. C'est lié aussi à la maturité des projets. Mais qui lui aussi peut être soumis à des critères environnementaux et être bien plus efficace quand on est en mesure de donner les objectifs que les projets peuvent avoir en termes d'amélioration de la qualité environnementale. Tout à fait, c'est vrai que PVD+, va vous aider à aller chercher des subventions. Mais pas que, parce que pour tout l'ensemble des argumentaires qui vont être faits vont vous permettre aussi d'être plus pertinent lorsque vous irez vous adresser à des banquiers, voilà, qui ont des prêts souvent fléchés sur la transition écologique et donc conditionnés à certains critères pour lesquels vous aurez déjà des argumentaires tout frais. Un petit zoom sur les financements verts. Alors, on a repéré qu'on a à peu près une quinzaine de financements verts ciblés, dédiés à la transition écologique. Bien évidemment, le Fonds vert, les financements ADEME, Agence de l'eau, Syndicat d'énergie, tous les programmes actés, etc., dont certains sont vraiment positionnés sur des niches. Hein. Je pense à Écominéraux, on va être sur des matériaux recyclés, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui vont être sur l'installation de mobilier, etc., lié à l'usage de la bicyclette, les programmes à devenir sur l'installation de bornes de recharge. Donc, voilà, c'est à peu près une quinzaine de financements, en tout cas ciblés, qui apparaissent ici, auxquels s'ajoutent, là on n'a pas pu le quantifier parce que voilà, ils sont un petit peu noyés, à ce stade, encore une fois très macro, on n'a pas ce niveau de détail-là, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de financements départementaux, régionaux et européens qui sont également conditionnés à des critères de performance environnementale. Voilà, qui ne sont pas quantifiés ici, mais qui interviennent, et on l'a vu juste avant, quand même assez massivement, qui sont sensiblement dans les plans de financement. Aujourd'hui, ces financements verts, voilà, c'est plus du quart des financements mobilisés quand même, et 21% en moyenne du montant des subventions mobilisées. Avec un ticket moyen de 135 000 €, un petit peu inférieur donc au ticket moyen, toute subvention de l'ensemble des subventions identifiées. Oui, et de grandes disparités, hein, voilà, avec le fonds friche qu'aujourd'hui, bien sûr, inclus dans le fonds vert, des tickets importants, jusqu'à des petits tickets entre 10 et 15 000 € sur des programmes d'aménagement d'espaces publics, mais qui correspondent aussi à des coûts d'investissement de projets plus faibles. Ensuite, pour terminer, pour lancer finalement les tables rondes et les retours d'expérience, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais c'est juste pour vous dire, voilà, pour aller chercher ces financements verts, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller regarder dans les projets. On a grosso modo 6 axes d'amélioration technique sur lesquels on va aller proposer des solutions techniques qui vont nous permettre d'améliorer, de pousser l'ambition écologique des projets et qui touchent à la gestion de l'eau, à la prise en compte de la biodiversité, à la végétalisation, à la performance énergétique, aux mobilités décarbonées et au choix des matériaux. Donc c'est un petit peu autour de ces 6 axes qu'on va aller justement challenger, pousser l'ambition écologique de vos projets. Et c'est le cœur de PVD+. Voilà, pour terminer
ces petits Merci panoramas. beaucoup Marie-Charlotte pour ce retour très riche. On va donc avoir un petit temps d'échange en table ronde avant d'entendre les territoires qui ont bénéficié de ces dispositifs témoigner et faire le retour d'expérience de ce que ça leur a apporté. Merci, oui Marie-Charlotte, je te donne pas congé, mais et puis je vous signale que vous pouvez poser des questions évidemment sur le chat hein, pour ceux qui sont à distance. Et que est-ce qu'on a déjà un petit élément de question peut-être? Oui, on a une question pour nos participants à distance sur le délai d'instruction des dossiers une fois que la demande est faite via la plateforme. Est-ce qu'on a des informations? Marie-Charlotte, dans quel délai sont traitées les demandes qui arrivent? Donc effectivement, les demandes d'appui PVD+, se traitent via une plateforme dédiée sur Internet. Alors, c'est très rapide. C'est très rapide, je le sais, mais je voulais t'entendre dire. Voilà, nous sommes très rapides. Il faut compter. Tout dépend aussi de la clarté des informations qui vont être déposées. Déjà, voilà. Lorsque l'information est claire, suffisante et qui nous permet de qualifier assez vite, ça veut dire de préflécher les types de prestations qui vous seront proposées, on organise, on saisit. Donc, la Banque des Territoires saisit les consultants de la task force que je vais d'ailleurs nommer parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Donc, on a 5 bureaux d'études qui nous accompagnent pour vous accompagner dans ces missions techniques qui sont FCL, Espelia, Access Développement, EY et Grant Thornton. Donc, on saisit, voilà, de manière tout à fait équitable, n'est-ce pas, cette task force. Et il faut organiser la réunion de cadrage pour vous permettre de bien préciser vos besoins. Et c'est là où, en fait, on a des délais qui peuvent varier en fonction de... C'est là que nous, on ne maîtrise plus les délais, voilà, puisqu'ils ça dépendent dépend du calendrier, de votre disponibilité, de celle de votre maire, de votre élu. Des élus, des techniciens du territoire. Merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Elles seront traitées. J'espère qu'on a répondu correctement à celle-là. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant les 3 intervenants de la table ronde, à commencer par Pierre Loaec, qui est à distance, chef de la représentation régionale de la Commission européenne. Sandrine Billard à distance également, je crois, de Grant Thornton, qui est un des cabinets qui intervient sur PVD+, et Mario Morelli d'Access Développement, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés en présentiel. Merci beaucoup. Peut-être pour commencer, j'aimerais m'adresser à Pierre Loaec. Vous m'entendez, Pierre ? Oui, est-ce que vous m'entendez également ? Oui, je vous entends. Un peu doucement d'ailleurs, si on peut un peu monter le volume du retour en salle. Pierre, donc voilà, on a un premier bilan de PVD+. Hein. Tout ça n'était pas acquis du tout quand on a lancé l'opération. Alors, moi, j'aimerais vous demander en premier lieu, finalement, quel regard porte la Commission sur, finalement, la manière dont la transition écologique, je dirais, appuie la revitalisation des territoires. Quel est le regard de la Commission sur ce levier ? Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et puis effectivement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, pour l'opportunité pour nous de rappeler que la Commission européenne soutient très fortement ce dispositif. Donc pourquoi est-ce qu'on est là ? Pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question hein, à la base ? Pourquoi est-ce que l'Union européenne, entre guillemets, vient mettre son nez dans l'appui de petites villes en France ? Je dirais pour 2 raisons. C'est parce que 1, c'est le bon moment et 2, c'est la bonne échelle. Alors pourquoi c'est le bon moment ? C'est le bon moment parce qu'on a fait énormément de choses au niveau européen dans ce grand pacte vert que j'espère certains d'entre vous connaissent et ont entendu parler, qui a été et qui reste un énorme projet en termes d'ambition et d'ambition législative aussi, qui nous a maintenus très très occupés à Bruxelles entre 2019 et maintenant, où on s'est fixé un cadre en fait très ambitieux. L'idée c'est quand même d'être le premier continent au niveau mondial qui soit neutre d'un point de vue carbone. Et tout ça, il y a de la législation très spécifique qui a fait l'objet de discussions très politiques en matière de renouvelables, en matière d'efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments, mobilité douce. Et donc là, on est dans une phase où on a ce cadre, on a des chiffres notamment pour 2030, et 2030, honnêtement, c'est demain, quand on parle d'investissement de cette ampleur, qui sont très ambitieux. Et donc, il faut maintenant rentrer dans cette phase de mise en œuvre. Un peu comme vous, à votre échelle, vous avez fait vos projets de territoire, vous avez vos ORT en place, et il faut ensuite mobiliser. Et bien, au niveau européen, c'est un peu pareil. On est dans cette phase essentielle où les projets doivent sortir de terre pour permettre finalement d'arriver à ce très haut niveau d'ambition qu'on a.
Donc on a un Deuxième cadre point, la bonne ambitieux, nouvelle. Pierre, on a un cadre ambitieux qui est Oui, posé, on a des moyens qui sont structurés, et donc oui. je comprends bien que c'est le temps de l'accélération finalement qui est là pour tous ces projets. Donc comment la Commission, elle aussi, je dirais, prend le sujet de l'accélération des projets, que fait la Commission pour finalement qu'on puisse accélérer ce chemin vers la Alors, transition? eh ben, elle réalise déjà que ces projets, ils vont très largement se faire au niveau des territoires. Qu'on parle encore une fois de rénovation des bâtiments, de mobilité douce, ce sont des projets. Alors, il y a des grands projets au niveau européen quand on parle de grands réseaux énergétiques, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont par nature à cette échelle-là, mais une très très grande partie, si on regarde les volumes de l'effort qui doit être fourni, repose fondamentalement sur des compétences locales. Donc ça, on en a parfaitement conscience et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les collectivités locales. Ce soutien à PVD+, en est un exemple et la nature de ce soutien qui agit quand même sur un point faible qu'on avait identifié, c'est-à-dire la capacité des collectivités de plus petite taille à venir mobiliser, déjà identifier et mobiliser, c'est quelque chose sur lequel on essaye de mettre l'accent. Alors c'est quelque chose, c'est pas totalement neuf, c'est une logique d'intervention qu'on a pu avoir par le passé via des dispositifs que peut-être certains connaissent, portés en partie par la BEI, type Elena, type Jaspers. Mais c'est une philosophie qu'on va essayer d'intégrer de plus en plus dans de plus en plus de dispositifs pour se dire c'est insuffisant d'avoir la poche qui est là. Il faut ensuite qu'on ait les bonnes personnes qui soient capables d'aller les chercher. Et ça, on va le retrouver aussi dans d'autres dispositifs. Je pense à Life. Life, pour l'instant, qui n'a pas été mobilisé dans le cadre de PVD+, qui est peut-être un peu plus exigeant dans ce qu'il va devoir démontrer en termes d'innovation. Mais dans Life, pour donner un exemple, on a maintenant une poche qui est liée, qui est disponible vraiment pour de l'assistance au montage de projets. Voilà, donc c'est une illustration du fait qu'on a conscience du fait qu'il faut aller ensuite monter des projets réels et pas juste mettre des poches de financement qui sont à disposition. Merci. Donc on voit que la Commission finalement adapte aussi ses dispositifs pour justement percoler, si je puis dire, Oui, jusqu'aux petits territoires et même les plus petits, et que cette assistance technique que nous on incarne à travers PVD+, est un des moyens justement de permettre cette arrivée jusqu'au territoire. Et peut-être une dernière question, Pierre, c'est finalement les nouveautés, les évolutions, les grandes tendances aujourd'hui que vous observez sur les financements verts. Quel est le mouvement que vous voyez? mais le mouvement que je vois, alors on va rentrer dans une phase assez chargée sur les questions budgétaires à partir de cet été, parce qu'on va déjà se projeter un petit peu dans l'après et commencer à négocier à Bruxelles les dispositifs qui vont arriver à partir de 2028. Mais bon, ça c'est on peut refermer la parenthèse. Déjà sur les fonds existants, je pense qu'il faut quand même bien noter, je pense au FEDER parce que c'est le principal fonds qui a été mobilisé. On a énormément travaillé déjà sur cette période actuelle 2021-2027 sur un certain nombre de simplifications dont les autorités de gestion, largement les régions, hein, qui sont délégataires dans la gestion du FEDER, pour faire très simple pour les porteurs de projets, ne pas avoir à présenter des factures pour chaque item, chaque action. Donc tout ce qu'on appelle les OCS, les options de coûts simplifiés, la possibilité aussi d'avoir des financements qui sont non liés strictement à des coûts, mais plutôt liés à de la mesure de performance. Ça, c'est des choses assez tangibles. Alors c'est relativement nouveau, donc il y a toujours un temps d'adaptation aussi au niveau des régions, mais c'est des choses qui sont très concrètes pour les porteurs de projets. Et puis deuxième volet, c'est ce que je disais, cet accent qui est déjà mis et qui va continuer encore plus à être mis sur l'accompagnement des projets. Pour rester sur le FEDER, on encourage aussi certaines régions à mettre en place des dispositifs un peu comme PVD+, d'accès finalement gratuit à de la ressource. Je pense à la région Sud qui fait ça à côté de chez nous, je pense à la région Normandie, pour accompagner les porteurs de projets qui ont des vrais problèmes de capacité en termes d'ingénierie financière et d'ingénierie projet, à venir prendre une petite partie de ce FEDER pour le développement des projets en tant que tel. Et ça, je pense vraiment que c'est une trajectoire qui va s'accentuer dans la future programmation.
Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous pour peut-être quelques questions Oui. en fin de table ronde, on va plutôt les prendre en fin de table ronde, et puis je vais me tourner vers nos amis consultants pour leur demander également finalement quel est le regard qu'ils portent sur ces projets PVD un peu d'une manière générale avant de rentrer un peu dans le détail de ce qu'ils peuvent voir sur les différents obstacles et leviers à mobiliser. Peut-être on commence avec Mario. Oui, merci. Effectivement, donc on a déjà vu avec Marie-Charlotte tout à l'heure quel type de projet il pouvait y avoir, hein. On a vu globalement que c'était assez varié et très orienté sur des tiers-lieux, des offres de logement, etc. Et après, il y a aussi la vision de quelle est la maturité du projet au moment où on est sollicité. C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout, finalement. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont plus matures qu'il y a un an déjà dans les sollicitations. Donc ça nous permet d'aller plus loin justement dans les préconisations, dans les critères de sélection et de voir justement avec eux quels sont les projets qui peuvent être finançables par rapport aux critères des appels à projets, par rapport aux choix qu'ils ont pu faire au moment de la programmation. Voilà. Donc voilà, on avait beaucoup de projets en phase amont sur les premières années. Là aujourd'hui, on est plus sur des projets matures, donc qui peuvent nous amener justement à travers les critères qui sont définis à des montages de projets pour répondre aux critères des appels à projets. Projet plus mature, quoi. Ça Oui. avance et on voit que ça commence à transformer du coup dans les PVD. Merci. Sandrine, de votre côté, quel regard un peu général comme ça, petit point d'étonnement sur les projets? C'est à peu près le même regard que Mario. On a des projets qui sont bien qualifiés, donc ça nous permet effectivement d'être plus pertinents. On a toute une phase d'intervention qui peut être dès la phase esquisse, où là, on arrive vraiment en aide à la décision. Et donc, c'est vraiment un apport pour les collectivités pour donner un éclairage qui est plus ample, qui permet aussi d'avoir des projets plus vertueux, puisqu'on va les orienter pour leur expliquer que si on va un petit peu plus loin, on permet de capter plus de financement. Donc, c'est vraiment aussi tout l'apport et la valeur ajoutée que l'on peut avoir à intervenir sur les projets. Et pour prolonger, peut-être pouvez-vous nous dire au fond quelles sont les difficultés rencontrées par ces territoires auxquels PVD+ peut apporter une solution? Alors, les difficultés rencontrées, c'est souvent que la collectivité a un projet qu'elle maîtrise bien. Et nous, on arrive sous le prisme de pouvoir le découper en sous-projets avec des thématiques vertes qui vont permettre de maximiser des financements sur lesquels les collectivités n'avaient pas pensé parce que réfléchissaient le projet dans la globalité. Et donc, nous, on apporte cette expertise réellement d'aller chercher des financements verts beaucoup plus par thématique, en fait. Je crois que c'est la grosse valeur ajoutée que l'on a sur le programme. Très clair, merci Sandrine. Mario, sur l'aspect difficulté, j'imagine le même constat, mais peut-être un effectivement, le complément. constat il est similaire, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une approche projet et nous, on a une approche appel à projet. Donc l'idée, c'est de faire un peu matcher les deux en disant, nous voilà, on connaît ce qu'il y a dans les appels à projet, ce qui est attendu, et donc on essaye effectivement de découper leurs projets pour maximiser justement l'obtention des financements. Et surtout que ce qu'on remarque, c'est que suivant la taille des collectivités, beaucoup n'ont pas forcément les moyens humains pour aller chercher justement tous les dispositifs existants. C'est quand même un puzzle assez important et aujourd'hui il y a quand même des outils qui permettent de croiser un petit peu les appels à projets, mais il y a toujours des appels à projets qui sont plus difficiles à identifier, donc on a ce travail amont pour leur donner de la ressource pour les aider justement à avoir cette vision globale. Merci. Donc on voit qu'il y a peut-être les préconisations les plus courantes, il y en a une qui est très générale, mais qui est finalement, les financements verts sont assez ciblés sur des objets particuliers, et donc il faut bien expertiser son projet pour identifier tous ces objets particuliers qui peuvent être la cible de ces financements verts. Ça, c'est une première recommandation sans doute. Est-ce qu'il y a d'autres préconisations, je dirais, assez récurrentes pour améliorer la qualité environnementale de ces projets? Les études. On va passer, on répète, il y a vraiment les études, c'est important, puisque pour accéder à une partie des financements, il faut avoir réalisé les études au préalable, des études techniques, énergétiques, sur la biodiversité, sur l'eau. Donc vraiment, les études, c'est toujours très important. Ça nous permet d'accéder au financement parce que sans les études, il y a des financements dont on se prive et sur lesquels on ne peut pas aller chercher justement ces financements. Alors les études, c'est, j'imagine, pas pour le plaisir de faire des études, elles ciblent des aspects particuliers?
Oui, effectivement, les études, c'est des études préalables pour montrer que, à travers le projet qui va être lancé de végétalisation, de réhabilitation, on part d'un point A à un point B et que l'étude préalable, elle permet de montrer où est-ce qu'on en est au départ avant les travaux. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'à travers les travaux qui vont être faits, on va avoir un gain énergétique, on va avoir une végétalisation supplémentaire, etc. Donc, ça permet de marquer le point de départ et ensuite, ça permet de comparer une fois que les travaux seront faits pour justifier l'accès à ces critères-là. C'est ça, on a besoin d'objectiver les gains environnementaux et écologiques de ces projets et ça nécessite quand même quelques études en amont. Est-ce que vous avez quelques exemples en tête particuliers d'améliorations qui peuvent être amenées sur un projet, qui peuvent être un petit plus comme ça à apporter rapidement? Je te laisse prendre la main, Mario. Les améliorations, en fait, c'est aussi grâce aux appels à projets qu'on peut identifier, parce qu'on voit certains projets qu'on a pu accompagner. Par exemple, il y avait la réhabilitation d'une friche qui devait être rasée et transformée, par exemple, en ce qu'on appelle en forêt urbaine, et ils avaient un objectif de végétalisation, d'intégration de la biodiversité en ville, etc. Et ils avaient un projet qui était globalement à 100 000 € et ils étaient déjà bien couverts. Et on a vu qu'à travers d'autres appels à projets, on parlait tout à l'heure de la Fondation Maïf, par exemple, CDC Biodiversité, ils ont vu qu'il y avait une possibilité d'aller beaucoup plus loin finalement et d'avoir un projet beaucoup plus ambitieux. Et donc, à travers ça, ils étaient quand même en phase assez amont et ils ont pu dire, bon, on va intégrer dans notre programmation quelque chose de beaucoup plus performant, beaucoup plus ambitieux et pouvoir aller capter ces financements complémentaires. Donc, dans la réflexion et dans la connaissance de ces financements, finalement, ça leur donne en disant, tiens, on ne va pas s'arrêter à ce qu'on avait prévu, on peut aller beaucoup plus loin grâce à ces financements mobilisables sur un point qui était quand même très vertueux. Merci. Sandrine, un complément? Alors moi, j'avais un projet notamment qui était découpé en 8 phases. Et en fait, il était trop découpé et ne permettait pas d'aller solliciter les financements. Donc l'objet, ça a été au contraire de recommander à regrouper et à uniquement phaser en 3 phases, plutôt thématiques, qui a permis justement d'aller chercher tous les financements verts, puisqu'on atteignait les minimums et les critères éligibles. Donc, ça peut être soit de le phaser correctement, donc regrouper, ou au contraire de le découper. On a eu aussi un projet sur lequel, au contraire, il était en une seule phase et il a fallu le découper pour aller chercher plus de financement. Donc, ça peut être également ce type de préconisation. Et comme l'a dit Mario, on a eu un autre projet qui était de tourisme, où on avait des petits projets découpés avec renouvellement pour avoir un bus électrique. On avait un projet d'aménagement de pistes cyclables. Et en fait, avec ça, on a fait un seul projet sur du tourisme durable qui permet d'aller capter beaucoup plus de financement. Ouais, donc on voit finalement que c'est très sur mesure quand même, selon le type de projet. C'est une approche fine pour savoir quel est finalement le bon découpage, le bon contour du projet pour qu'il puisse être présenté à ces financements verts. Merci. Peut-être pour finir, quelles sont un peu les marges de manœuvre que vous voyez pour les collectivités pour peut-être anticiper aussi une certaine contraction de sources de financement qui jusque-là était un peu classique. Est-ce qu'on va pouvoir bifurquer et trouver des marges de manœuvre nouvelles ? Effectivement, là, il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur comment on peut faire évoluer justement cet accès au financement, parce qu'on voit que ça se réduit quand même fortement. Il y a déjà la première possibilité qui est d'essayer de diversifier un peu les sources. On parlait de l'accès au financement européen. C'est quand même une source quand même qui peut être intéressante et améliorer encore. On a vu quand même que le FEDER était bien mobilisé, mais voilà, on a vu, il y avait aussi le FEADER et il y a d'autres fonds qui peuvent exister, donc ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Travailler sur des financements aussi différents, alternatifs, je dirais, tout ce qui est contrat de performance énergétique, financement participatif, tiers financement, etc., qui peuvent être aussi des sources différentes, qui sont plus dans la logique d'économie d'énergie et de gains à long terme, finalement, et ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà, il y a ces exemples-là, mais je peux laisser Sandrine. Est-ce qu'on peut assimiler ça aussi à ce qu'on appelle l'approche en coût global, qui finalement devient aussi un réflexe à prendre pour finalement avoir aussi un impact positif sur le fonctionnement, qui sont intégrés dès le financement des projets et qui donc permettent d'être dans une perspective de retrouver des marges de manœuvre aussi.
Mais effectivement, ça c'est très important. Il y a toujours la logique politique, la logique de projet, de travaux et la vision long terme des choses. Et effectivement, souvent, certaines collectivités veulent à l'économie dans les travaux, mais on essaye aussi d'avoir cette pédagogie en expliquant que si jamais on a aussi des travaux vertueux, à long terme, il peut y avoir ces économies et ces dispositifs sont vraiment ancrés sur cette logique-là. Merci. Sandrine, un complément sur cet aspect marge de manœuvre? C'est la même chose, et puis encourager vraiment à avoir des projets déjà bien réfléchis et des projets vertueux, puisque plus ils sont vertueux, pour accéder au financement, c'est également des projets qui vont être prioritaires par rapport aux autres. Merci. Avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a un point que vous vouliez ajouter que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, Sandrine, Mario? Non, je pense qu'on a tout balayé. L'essentiel est dit? Oui, effectivement. Très bien. Est-ce qu'on a des questions? Alors, plusieurs questions, on me dit. Oui, on a 2 questions suite à vos interventions. La première est la suivante. Est-ce pour mieux appréhender les sous-projets, est-ce qu'il est possible de vous soumettre le projet à sa genèse? Ça, c'est la première question. Je vous donne les deux, comme ça vous pourrez peut-être répondre à la suite. Et avez-vous, alors elle est très précise, avez-vous un exemple de réhabilitation d'une friche, par exemple un bâtiment inoccupé pour en faire une petite crèche? Voilà. 2 questions, une un peu plus large et une plus précise. Merci. Alors, pour la première question, Franck, tu veux répondre? Non, justement, je disais, je laisse répondre. D'accord. Qui se sent. Non, pour la première question, effectivement, on a beaucoup de projets qui sont en phase ou esquisse ou en réflexion et sur lesquels on intervient réellement pour identifier, donc réaliser les cartographies des financements mobilisables. Et dans ce cadre-là, nous, on les découpe en thématiques. Donc, effectivement, ça rentre totalement dans le type de la prestation 1. Et pour compléter ce que tu dis, Sandrine, après, il faut aussi savoir que les appels à projets, c'est une vision, une cartographie à l'instant T. Et que quand on est en phase très amont aussi, il y a des appels à projets qui peuvent ne pas être disponible au moment où vous êtes en phase opérationnelle. C'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir des nouveaux appels à projets qui pourraient l'être à ce moment-là. Donc, on essaie de vous donner cette vision et ce découpage le moment donné en disant, bah voilà, si vous découpez comme ça, vous avez plus de chances d'être financé, mais on n'a jamais la vision parce qu'il y a quand même le temps long de l'opérationnalisation entre l'idée et la mise en œuvre des travaux qui fait que les appels évoluent avec le temps aussi, malgré tout. Merci. Et sur le côté un peu benchmark de l'affaire, je vois Pierre qui lève la main. Vous voulez... Pardon, j'avais le micro coupé. Non, c'était simplement sur l'aspect friche, puisque la question est posée pour souligner qu'on s'associe spécifiquement sur ce sujet avec la Banque des Territoires pour lancer une plateforme spécifique qui s'appelle Friche Plus. Donc, c'est l'occasion de faire notre publicité à chacun autour de cette table. Donc on vous invite à creuser un peu ce dispositif. On vient, nous, par ailleurs, Commission européenne en France, de faire un webinaire spécifiquement dédié à la question des friches. Donc on vous invite à le retrouver. Vous retrouverez aussi les collègues de la Banque des Territoires avec les outils et les personnes qui sont mobilisables spécifiquement sur ces sujets. Merci de ce rappel, Pierre. Et je pense que du côté un peu benchmark de projet, on a les moyens sur des demandes de pouvoir trouver des exemples qui correspondent, Marie-Charlotte. Dis dans le micro, on entendra. Oui, je confirme tout ça. Je peux pas là comme ça. J'ai pas d'exemple de tête à vous donner, mais oui, de toute façon. Et ça va être vu. On a un exemple tout à l'heure qui va être abordé, qui se rapproche un peu sans en être, et sans on a en faire un une exemple crèche. tout à l'heure qui s'en rapproche. C'est pas même pour si en faire pas une crèche, mais la qualification qualification de friche est une thématique très récurrente. Ça, c'est clair. Merci beaucoup à nos intervenants et on va donc continuer à explorer les apports de PVD+, en donnant cette fois la parole au territoire à travers le témoignage de 2 d'entre eux, et je vais laisser la place à Pierre Cosny qui va animer cette séquence et que je tiens à remercier aussi pour toute la préparation de ce hub, puisque c'est lui qui a été très largement aux manettes pour préparer tout le monde et cadrer tout ça. Merci Cosny, à toi de jouer. Merci Franck. Un grand merci à tous les intervenants de ce moment d'échange.
On l'a voulu ainsi, c'est un exercice à la fois de hauteur et de recul qui nous permet bien sûr de confirmer que la transition écologique peut être un levier pour les petites villes. Et bien sûr, il y a pas mal de dispositifs qui sont adaptés à ces territoires. On vient d'aborder la question d'une manière très large, en prenant en compte des approches institutionnelles et techniques. Le temps est venu maintenant de creuser davantage la question et de prendre en compte des collectivités et en bénéficier le dispositif PVD+, sur leur projet de revitalisation. Et pour effectuer cet exercice, comme l'a annoncé Franck, on a 2 communes. On va commencer avec Saint-Just-la-Pendue. Si j'ai bien compris, le maire Romain Coquart, monsieur le maire, ne peut pas se joindre à nous. On aura Justine Molin, la chef de projet. Et j'invite Grégoire Chevillard à nous rejoindre. Merci Grégoire. La commune a été accompagnée par le cabinet EY, l'un des attributaires du marché PVD+, sur un projet de maison de santé pluridisciplinaire. La sollicitation a certes été faite pour plusieurs projets, Grégoire, mais de commun accord avec la commune, on a retenu la maison de santé pluridisciplinaire dans une friche en cœur de bourg, achetée par la commune en 2008. Bon, je vais commencer avec Justine, justement. Que pouvez-vous nous dire sur le contexte de Saint-Just-la-Pendue et en quoi ce projet a été important dans vos plans d'action communal? Et si j'ai bien compris, intercommunal, parce que là, le positionnement du projet est plutôt important par rapport aux autres communes voisines. Justine. Oui, bonjour. Effectivement, donc Saint-Just-la-Pendue, on est sur une commune à 1600 habitants, avec une équipe qui souhaitait travailler sur cette friche urbaine qui était un ancien local commercial, habitation mixte, très dégradé dans le centre-bourg. L'objectif pour la commune, c'était vraiment de travailler sur le projet de la maison de santé, en lien avec d'autres finalement projets sur l'amélioration de l'habitat, sur le commerce, les équipements, les services, et puis le côté aussi transition énergétique et écologique. Sur la partie service de santé, petite particularité sur Saint-Just-la-Pendue, puisque il y a un centre hospitalier avec un EHPAD, donc un accès à la santé qui est déjà intéressant pour les habitants. Et l'objectif, c'était de regrouper médecins, généralistes, psychologues, cabinet d'infirmiers, infirmiers azalés et pharmacie au sein d'un même bâtiment qui serait situé en plein cœur de ville. La difficulté pour la commune, c'est qu'on est sur un projet à plus de 2 millions d'euros et pour une commune de 1600 habitants, c'est un petit peu compliqué. Donc l'objectif, c'était d'avoir un plan de financement, je dirais, le plus favorable possible pour la commune pour que le projet puisse voir le jour. Voilà. Et là, Grégoire, dans la présentation, la commune a dit vouloir exprimer ce projet dans la dynamique territoriale de transition écologique, à savoir recyclage foncier, promotion de la mobilité décarbonée et l'éco-responsabilité, bien sûr. Comment l'accompagnement d'EY sur ce projet a permis de concrétiser cette ambition? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. On est ravis de témoigner aujourd'hui. Je crois que le point important qu'il y a eu dans l'accompagnement avec Justine et que tu as mentionné, Justine, à l'instant, c'est le poids du projet par rapport au budget de la commune. Donc, ce qui a fait un petit peu la différence, je pense, et ce qu'on a travaillé ensemble avec Justine, c'est dans le dossier auquel on a contribué qu'on a contribué à formaliser avec Justine, c'était de mettre en avant justement l'impact de la subvention qu'on allait chercher, qui était un fonds friche, sur le budget de la commune, c'est-à-dire de mettre en évidence que, au regard du coût total de 2 millions d'euros que tu as évoqué, Justine, la commune, sans financement de ce fonds friche notamment, ne pouvait pas se permettre
de réaliser le projet. Et donc on a mené une analyse financière un petit peu flash du budget de la commune pour se dire quel est le scénario si on a le financement fonds friche et quel est le scénario si on n'a pas le financement fonds friche. Et on voyait que sans financement fonds friche, on avait une explosion des ratios de gestion du budget de la commune et qui rendait de toute façon indispensable l'obtention de cette subvention, sans quoi le projet n'aura pas pu se faire. Et donc je pense que c'est aussi un des arguments, cette analyse financière qu'on a intégrée dans le dossier de demande de subvention, qui a dû faire mouche auprès de la préfecture et qui a permis in fine d'obtenir le financement assez conséquent sur ce projet-là, et qui fait que vous avez... alors c'est pas cette photo-là, mais je crois que sur la slide suivante, on a le C'est la slide suivante. On a le projet de maison de santé et donc des travaux qui ont commencé. Donc on voit bien l'impact de PVD+ ici. On a rédigé le dossier il y a quelques mois, les travaux ont commencé et on voit déjà qu'il y a une démolition de l'ancien bâti, une reconstruction de la maison de santé et donc très prochainement un projet qui va voir le jour au bénéfice des habitants de la commune. Merci Grégoire. On était bien sur une prestation 2 sur ce projet, à savoir des E3 bien sûr, mais la prestation 2 c'est bien vraiment des recommandations techniques et financières. Tout à l'heure dans la table ronde, je crois que c'est Mario qui a dit que la commune réfléchit projet et nous autres au niveau, vous autres au niveau de la task force, vous réfléchissez appel à projet. Justine, alors comment vous avez réussi à vous écarter du projet initial pour prendre en compte les recommandations de Grégoire, d'EY? En fait, sur ce sujet-là, déjà, je remercie encore EY pour son intervention, pour sa rapidité, pour l'écoute aussi qu'on a eue sur ce dossier-là, maison de santé. Sur le projet maison de santé, l'idée, c'était de se dire que finalement, il y avait plein d'autres composantes qu'on pouvait aborder. On est parti effectivement sur un fonds friche sur la partie démolition. Suite au dossier qui a été monté sur la partie fonds friche, c'est un dossier qu'on a réutilisé tout ou partie sur une demande en DETR DECIL qui est toujours en cours d'examen, mais qui est plutôt en bonne posture sur la partie reconstruction. Et qui nous a aussi servi de base pour d'autres dossiers avec des axes un peu plus poussés sur la santé notamment, et d'autres plutôt sur l'accessibilité du site au travers et du département et de la région. Et du coup, grâce à l'accompagnement d'EY, on sera, si je dis pas de bêtises et si je suis optimiste, à 50% de subvention sur ce projet de maison de santé, donc qui est plutôt intéressant du coup pour la commune, quoi, très clairement. Et c'est une façon de dire que PVD+ a aidé à améliorer le projet maison de santé pluridisciplinaire, c'est bien ça? C'est ça. En fait, si on revient peut-être sur la slide d'avant, en fait, l'objectif de PVD+, c'est effectivement nous, ça a été de trouver de nouvelles sources de financement sur ce projet-là, des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées. On a aussi amélioré la qualité du projet parce que du coup, sur la partie notamment espace extérieur, ça a permis de rediscuter avec le bureau d'études qui avait fait la partie extérieure pour avoir un projet qui était quand même plus qualitatif et plus vert. Et puis avoir finalement ce dossier-là nous a permis de le réutiliser aussi sur le dossier région, le dossier en DETR et en DECIL, et finalement gagner en efficacité et en qualité en fait sur les dossiers, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un plan de financement qui est pas inintéressant pour la commune, quoi, très clairement. Et sans PVD+, on l'aurait pas fait comme ça et on aurait eu moins de subventions, c'est clair. Grégoire, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ce qu'on peut dire peut-être, c'est de rappeler l'importance de recourir à toute la donnée territoriale, toutes les bases de données qui peuvent exister partout en open data et qui permettent d'enrichir vraiment les dossiers. Hein. Je pense, Justine, on en avait parlé ensemble, mais notamment sur ce projet de MSP, on est allé chercher l'ensemble de la donnée sur les professionnels de santé, mettre en avant le fait que ce territoire était carencé en professionnels de santé et que la maison de santé allait pouvoir permettre de combler un petit peu
cette carence, même si tu l'as rappelé, Justine, il y a le centre hospitalier qui fait que voilà, on est quand même sur une petite centralité qui bénéficie à tout le territoire, mais il y avait quand même sur certaines professions médicales qui allaient être intégrées dans le MSP des carences qu'on a mis en évidence grâce aux données territoriales qu'on est allé exploiter, qu'on a remis dans le dossier et qui ont permis de faire passer le message auprès de la préfecture et de recevoir un avis positif et le financement derrière. Donc voilà, rappeler peut-être en termes de bonnes pratiques de vraiment exploiter au maximum l'ensemble de ces données territoriales. Alors là, c'était sur des questions de santé, mais il y a des jeux de données qui existent de partout sur l'ensemble des thématiques, sur l'ensemble des projets que vous pouvez avoir. Et donc n'hésitez pas à vraiment y recourir. On vous aide aussi à aller les chercher pour rendre encore plus qualitatifs les dossiers de demande de financement et augmenter les chances de succès à la fin. Justine, peut-être un dernier mot sur on va dire le plan de financement final en fait, le niveau d'avancement du financement de ce projet et puis une petite conclusion. Du coup, sur le plan de financement, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on sera pas loin des 50% sur la partie subvention, au travers de tout ce qu'on a pu aller chercher sur ce projet-là. Et peut-être pour conclure, simplement dire qu'on avait aussi d'autres projets qui étaient en cours, puisque la commune de Saint-Just-la-Pendue, il n'y a pas que le projet de maison de santé, il y a effectivement, comme on l'a dit, un projet plutôt de pistes cyclables. Ils avaient aussi un projet en démolition-reconstruction, plutôt sur du logement social. Sur ces sujets-là, on a toujours le projet du terrain synthétique sur la commune de Saint-Just-la-Pendue aussi. Et du coup, de cet accompagnement-là, duquel les élus ont été très satisfaits, on a lancé un nouvel accompagnement PVD+, pour aller plus loin sur les dossiers qui étaient peu matures finalement sur le premier accompagnement qu'on a eu, vers des prestations vraiment de recherche de financement et puis d'appui à l'élaboration des dossiers pour aller encore plus loin et puis pour bénéficier de l'accompagnement d'EY qui en plus maintenant connaît bien la commune, bien les élus et sur lequel c'est important qu'on travaille sur ces projets-là, quoi. Bien, merci Justine et merci aussi à Monsieur le maire qui n'a pas pu être présent. Merci à Grégoire et j'espère que les recommandations, en fait, c'est l'idée même de la prestation 2, les recommandations partagées dans le cadre de ce projet vont inspirer d'autres collectivités qui nous suivent peut-être à solliciter PVD+, et à être accompagnées en fonction de ce dispositif. Merci Grégoire. Merci, et à merci très bientôt. Justine. Merci à vous. Merci. Alors, j'invite Madame le maire de d'Angilon, la chef de projet Justine, Mélodie Feuillet, et Romain Arles, Camille Laurent de FCL à venir nous rejoindre pour les 15 prochaines minutes sur le projet de requalification de l'ancien EHPAD d'Evalières. Merci Madame le maire, merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement. Le projet global consistait à réhabiliter la friche de l'ancien EHPAD après la démolition de 400 mètres carrés de bâtiments dégradés afin de créer des liaisons d'eau et afin de répartir le reste du bâti entre diverses activités et services. L'accompagnement PVD+, portait justement sur la réhabilitation du bâti principal, soit 2000 mètres carrés, devant accueillir une partie des activités de service, soit un espace associatif, un musée de musique mécanique et une épicerie sociale et vestiaire solidaire. Que n'en reste-t-il à savoir, Madame le maire, sur ce projet de votre plan d'action orienté et en quoi ces enjeux et objectifs s'alignent à la revitalisation de votre centre-bourg?
Merci beaucoup pour l'invitation et de nous permettre de témoigner avec Mélodie et puis avec l'équipe qui nous accompagne de notre projet. Donc oui, c'est une friche de plus de 4000 mètres carrés, 4500 mètres carrés sur la commune qui n'est pas finie de payer, où il y a toujours un prêt dessus. Voilà, donc ce qui complexifie aussi un peu le montage financier. Et donc... un nouvel établissement a été construit en 2021 et donc la friche, elle est vide depuis octobre 2021. Donc on a travaillé sur ce projet depuis le début du mandat pour voir ce qu'on allait en faire. C'est passé vite, je pense. Donc, on a travaillé en plusieurs étapes avec les services de la DDT, avec la NCT, on a vraiment été très accompagnés sur le projet parce qu'il faut, je réagis à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est un projet quasi d'intercommunalité. Qui doit être porté par une commune. Donc les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, et pourtant, il y a un enjeu véritablement par rapport à notre ORT, parce que ce site se trouve vraiment dans le centre-bourg. Il est vraiment attenant au centre-bourg et sur un périmètre dans lequel vient d'être réhabilitée une friche qui était une ancienne piscine qui est devenue un centre de loisirs, dans lequel il y a plusieurs éléments de travail comme ça. Donc en fait on a pris le parti de séparer en 3 cette friche avec une partie vendue pour un projet privé d'appart-hôtel, une seconde vente pour faire de l'habitat inclusif avec une association, les PEP 18. Et nous, on s'est gardé le central à réhabiliter, mais qui fait quand même 2000 m², puisque voilà, il manquait quelques équipements sur la commune. Et c'était aussi une opportunité. À un moment donné, quand on a un bâti comme ça, on se dit, soit c'est... une galère, soit on en fait une opportunité. Nous, on a pris vraiment ce biais-là. Et donc, ça va nous permettre de mieux accueillir certaines associations qui sont logées un peu de manière précaire. Et ça nous a permis, déjà, on a attaqué une première phase de démolition pour faire des liaisons vertes, des liaisons douces, pardon. Et là, on en est au gros du gros, c'est-à-dire le montage du projet de requalification et les recherches de financement. Et c'est là où vous nous accompagnez précieusement. À ce carrefour d'opportunités se trouve PVD+. Et avec vous, LCL, la commune a été accompagnée sur une prestation 1. Alors, pour les non-initiés, la prestation 1, c'est en gros ce qu'on propose comme revue de projet et avec l'identification éventuelle des financements possibles. Comment vous avez reçu cette saisine et comment la mission s'est déroulée du début à là où nous en sommes aujourd'hui? Alors, pour moi, ce témoignage il est très intéressant et très représentatif de ce que Marie-Charlotte rappelait précieusement en introduction sur la diversité des typologies d'intervention de PVD+, et sur le caractère sur mesure de ces interventions. Là, auprès des aidants Gillon, la commune avait déjà identifié un certain nombre de subventions avec un plan de financement qui était déjà en cours de constitution, notamment sur les subventions nationales, sur le fonds vert que vous connaissiez bien de par les échanges que vous aviez déjà eus avec la préfecture et les services de la DDT. En revanche, vous aviez identifié la dimension financement européen, mais qui, comme souvent, était quelque chose d'un petit peu nébuleux, de pas forcément très clair, malgré les échanges que vous aviez pu avoir déjà en amont avec les services instructeurs de la région. Donc, accompagnement à la carte, prestation 1 qui a permis de précisément cibler parmi les dispositifs du FEDER quelle fiche action. Donc, on revient sur ce que citaient Mario et Sandrine dans la première séquence. Un projet,
un financement européen, mais 3 fiches actions sur 3 axes différents. La 17 sur la rénovation énergétique, la 19 sur la production d'ENR et la 24 sur la renaturation des espaces autour du projet. Donc notre rôle, il a été d'identifier dans la prestation 1 ces différents axes, et dans la prestation 3, qui est encore en cours, c'est un travail de longue haleine, de vous accompagner sur la constitution concrète de ce dossier à déposer auprès du FEDER. Et pour moi, c'est très intéressant aussi, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est ce que ça montre aussi l'importance de s'intégrer dans un cycle de développement du projet, aux différentes temporalités, et notamment dans le cas de financements complexes tels que celui les financements européens du FEDER, il est souvent, tout le temps, nécessaire d'avoir des études techniques sur mesure, on l'a rappelé, qui justifient de l'atteinte de critères de performance environnementale. Et donc on est pour l'instant encore dans cette phase, dans l'attente des retours de votre BET maître d'œuvre pour alimenter la constitution du dossier FEDER. Donc pour moi, la valeur ajoutée, et ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est vraiment de montrer que l'apport peut être ciblé en fonction des besoins précis de la collectivité sur le projet, et dans un temps qui est relativement long, qui est celui nécessaire de la maturation, de l'avancement des études en parallèle des études techniques des projets. Camille, quelque chose à ajouter pour... Non, mais Madame le maire et Romain ont déjà bien parlé du projet, mais en effet, la spécificité, et pour revenir dessus, c'est qu'on s'est vraiment adapté aux besoins de la commune. C'est-à-dire la commune avait déjà identifié le fonds vert, avait déjà identifié des subventions, donc l'idée c'était d'aller chercher là où elle n'avait pas déjà cherché. Et donc les financements européens, et ce qui était intéressant aussi sur ce projet, c'est un projet et c'est 3 demandes de subventions au titre du même projet sur le FEDER. Et c'est, je pense, ça un peu la spécificité. On évoquait le fait de redécouper, entre guillemets, le projet en sous-projets. C'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est d'identifier toutes les bases de dépenses éligibles possibles pour pouvoir en fait monter plusieurs dossiers de subventions au titre d'un même fonds et pouvoir mobiliser le plus de subventions possible en fonction des dépenses qu'on identifie. Et donc là, c'est le travail qu'on est en train de faire, justement, de définir les assiettes de dépenses éligibles dans le cadre du FEDER, sachant que la commune s'y est pris assez en amont, c'est-à-dire qu'on a entamé les démarches pour faire les dossiers de subvention FEDER. On sait que la région, en l'occurrence, celle-ci fonctionne au fil de l'eau, donc on n'a pas de date limite pour les déposer, mis à part la fin de la programmation. Et donc, on est en train vraiment de monter petit à petit le dossier, et on a pris le temps parce que aussi la commune avait bien, vous voyez, on est sur un projet qui a commencé en réalité en 2023 avec la démolition, et on prend le temps de monter les dossiers petit à petit et de vraiment bien les travailler, notamment en termes d'argumentaire. Le FEDER, comme le rappelait Romain, fonctionne par des indicateurs. Par exemple, le gain énergétique qu'il va avoir au titre du bâtiment, les mètres carrés qui seront revégétalisés. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir par indicateur et de donner les meilleurs arguments possibles à la commune pour obtenir le taux de maximum de subvention qui, en l'occurrence, sur le FEDER, là, sur les actions ciblées, est de 60%, pour obtenir ce taux d'intervention. Voilà. Parfait. Mélodie, vous avez suivi cette mission du début à aujourd'hui. Comment la collaboration a été et aujourd'hui avec FCL pour adapter, on va dire, vous rigolez, il y a eu... Si ça, c'est justement le moment de le dire. Non, alors justement, ils sont très disponibles. C'est vrai que depuis, ça fait quelques mois maintenant qu'on est lancé dans PVD+, et ils sont aussi très patients et très à l'écoute parce que c'est un projet d'envergure. Pour nous, c'est vraiment le projet de la commune.
Et donc, ils sont là aussi pour nous accompagner à réorienter le programme en fait, de l'opération. C'est surtout ça pour nous la valeur ajoutée. C'est que voilà, les idées, on les a depuis le départ. On sait on sait ce qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, c'est très ambitieux et l'idée, ce serait que ça puisse bien sûr aboutir. Et donc, c'est là l'intérêt, c'est de pouvoir, comme on le disait, phaser le projet pour qu'il rentre dans différentes thématiques et qu'il puisse surtout être financé au mieux. On l'espère. Oui, PVD+, c'est vraiment ciblé transition énergétique et écologique. Et là, on a compris que le projet était un peu vital pour la commune et surtout dans une démarche intercommunale, comme vous l'avez dit au début. Comment l'accompagnement PVD+ a aidé a fait levier sur ce projet de revitalisation. Déjà, il y a un premier point. Alors nous, c'est notre premier mandat, donc on est voilà. Donc à chaque fois que des institutions, des structures nous suivent, ça nous donne un peu de peps et un peu d'encouragement pour continuer. C'est pas rien, voilà. Donc c'est déjà ça. Et puis après, donc là, franchement, le travail et la première restitution que l'on a eue. Nous, on était vraiment partis sur notre projet et puis on avançait. Là, on a du coup élargi un peu le spectre, surtout par rapport au fonds vert, au financement vert. Et ça redéfinit une partie du projet sur le type d'énergie, puisqu'on est arrêté sur quelque chose, mais finalement, voilà, on retravaille dessus, sur le type d'énergie, sur les matériaux, sur les fameuses liaisons douces, à redéfinir. Enfin voilà, il y a plein de choses que ça vient re-questionner. Et en fait, on est dans un espèce d'assemblier, en fait. Un projet comme ça, on travaille avec plein d'acteurs. Et du coup, PVD+, apporte une pierre en plus qui est éclairante et puis surtout une assistance après pour pouvoir monter les projets avec une expertise que nous, on n'a pas, même si Mélodie a beaucoup de compétences et fait un gros travail, mais on avait besoin d'un peu plus. Après, sur le projet, sur ce type d'accompagnement, on a donc l'élargissement du spectre. Ça nous permet aussi de mettre autour de la table des acteurs dans une pluridisciplinarité avec des regards différents. Voilà. Et je pense, en tout cas, moi j'ai pu le voir notamment quand on a déposé pour le fonds vert, être entouré d'experts autour de nous, ça donne plus de poids à notre projet lorsqu'on va déposer aussi auprès de financeurs. Voilà. Et juste pour le délai, entre le moment où on a déposé la demande sur la plateforme et la réponse, il y a à peine un mois qui s'est écoulé. Pour ce qui nous concerne, donc c'est très rapide. Parfait, merci Madame le maire. Mélodie, une dernière question sur... Madame le maire a parlé d'élargir le spectre le champ de vision du projet et réussir à le faire évoluer. Et comment, avec FCL, vous avez réussi à avancer avec le projet étape par étape et jusqu'à aujourd'hui déposer le dossier FEDER? Alors, comment on a fait? Simplement on n'a pas encore déposé le dossier, mais bon, c'est bien parti. Alors, on est au tout début, justement, du dépôt des dossiers. Là, on est encore vraiment en construction. D'ailleurs, on attend le retour sur l'avancement du programme de notre assistant à maîtrise d'ouvrage, parce qu'on n'est pas encore lancé véritablement dans la maîtrise d'œuvre. Donc pour l'instant, on avance petit à petit. Il n'y a pas de... C'est le réajustement. C'est ça. Du travail initial, puisqu'on va...
C'est plutôt le réajustement du projet en intégrant cette philosophie environnementale, avec les critères, cette recherche-là, que l'on intègre. Alors nous, on a la chance d'être un territoire engagé, reconnu territoire engagé pour la nature, donc on a déjà cette sensibilité-là. Mais entre avoir la sensibilité et la mettre en pratique, bien des fois, il y a un petit delta. Et là, vraiment, sur la première prestation, ça nous a vraiment... c'était clair et concret. Et ce vers quoi, au moins, il fallait qu'on réfléchisse et que l'on se positionne. Donc là, on a intégré ça avec le cabinet qui nous accompagne, le CIT du Cher, pour déterminer l'architecte. Et donc, dans notre cahier des charges, on a réintégré ces éléments-là qu'on n'avait pas au départ. Camille. Oui, peut-être en complément Oui. pour donner un aperçu des prestations. En fait, la prestation 1, vraiment, c'est en effet une cartographie des financements possibles et d'évolution du programme en l'état tel qu'on le prend, que la commune l'a construit. Mais c'est aussi élargir le champ des possibles et mettre en avant l'ensemble des critères d'éligibilité qui sont dans les programmes. Par exemple, on sait que sur le FEDER, la rénovation énergétique, en fonction du gain énergétique du bâtiment qui sera visé au titre du programme, le montant de subvention va varier. Le montant de taux de subvention varie. Donc en fait, c'est aussi prendre en compte ça, c'est de se dire, si on atteint ce critère-là, qu'on a identifié et qu'on a présenté par exemple au titre de la prestation 1, quel gain de subvention on va réussir à obtenir. C'est tout l'objet pour nous, en tout cas au titre, quand on fait une prestation 1 par FCL Gérer la Cité, c'est de se dire quels sont les critères d'éligibilité, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en l'état du projet et qu'est-ce qu'on peut aller chercher en plus si le projet évolue, que ce soit de manière plus ou moins marginale. On entend qu'il y a des projets, voilà, quand on arrive au stade de l'APS ou des choses comme ça, les projets sont difficilement forcément modifiables puisqu'on est déjà très engagé sur la programmation. Mais il y a des projets comme celui de la commune où on est plus en amont et donc on peut se permettre d'essayer de penser autrement. Voilà. Tout l'idée, voilà, c'est notamment sur les aménagements extérieurs. On a présenté les financements de l'agence de l'eau qui peuvent être intéressants sur tout ce qui est gestion des eaux pluviales qui n'étaient pas forcément intégrés au début. Voilà, donc l'idée c'est de s'élargir notre champ des possibles pour ensuite passer à l'étape de vraiment montage des dossiers de subvention et de remplir le plus de critères d'éligibilité possible. Oui, lever des freins. C'est aussi lever des freins parce que, par exemple, quand on dit il faut passer plusieurs niveaux, notamment sur les consommations d'énergie, encore faut-il avoir les consommations d'énergie des 2 dernières années. Voilà. Sur un bâtiment qui n'est pas occupé depuis 3 ans maintenant, bientôt 4, eh bien, on n'a pas ces documents-là. Donc, ça veut dire qu'il faut, il faut être ingénieux, il faut retrouver d'autres possibilités et négocier aussi avec, sur certains points, les possibilités de quel autre document on peut montrer, quelle autre étude ou quel autre diagnostic il faut faire en amont. On n'y aurait pas pensé. Oui, PVD+, c'est aussi accompagner les collectivités dans les négociations avec les financeurs. Et de dire, voilà votre cahier des charges. Typiquement, vous nous demandez un audit énergétique. Qu'on n'a pas parce que le bâtiment, par exemple, est vacant depuis 5 ans. Donc, les consommations sont inconnues. Donc, voilà, c'est rentrer dans la dynamique d'accompagner les collectivités avec les financeurs en faisant, par exemple, des réunions. Comme on a dit, l'accompagnement est sur mesure. Donc, ça peut être les accompagner en réunion, ça peut être les accompagner sur la rédaction d'une fiche d'argumentaire. Voilà, l'idée, c'est d'être au plus près des besoins de la commune et de s'adapter le plus possible en mettant en face le cahier des charges des financeurs et le projet. Bien, Romain, depuis tout à l'heure, je vous ai vu murmurer quelques mots. Vous voulez ajouter quelque chose et peut-être en profiter pour conclure? J'acquiesçais surtout à tout ce qui était dit. Un petit mot pour essayer de synthétiser tous ces éléments. Pour nous, c'est sur mesure, on l'a rappelé, cet accompagnement, parce que les règlements pour riches, complets,
foisonnants qu'ils soient, sont toujours complexes à interpréter. Et donc notre rôle, c'est aussi de guider la collectivité dans cette interprétation et ces discussions avec la collectivité. Donc sur mesure, et Camille, tu avais envie de le dire, un petit truc en plus pour tous les projets, en apportant ce déclic, cette idée qui va germer évidemment, on ne se substitue pas à la collectivité, mais qui fasse germer des idées pour aller plus loin dans la dimension écologique, dans la dimension transition pour tous les projets. Et c'est l'a dit à plusieurs reprises, PVD+, c'est un accompagnement sur mesure. C'est ce que Marie-Charlotte disait au début, c'est les sept prestations qu'on a, et on adapte notre accompagnement en fonction de la maturité du projet. De la collectivité. Madame le maire, Mélodie, un dernier mot pour la commune, pour la postérité. Un dernier mot, déjà merci pour ce dispositif qui nous aide beaucoup. Et puis on a encore du travail sur la planche. Mais bon, j'ai en confiance, c'est bien. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Merci, Julien. Oui, il y a quelques questions. Alors peut-être un premier rappel que vous pourriez faire sur le financement de ces études, parce qu'il y a quelques questions sur qui finance, est-ce que c'est vraiment 100% financé? Donc première chose, rappeler peut-être ce sujet-là. Et la deuxième chose, parce qu'on a la chance d'avoir une chef de projet parmi nos intervenants aujourd'hui, décrire vraiment quel est votre rôle presque au quotidien dans ce processus et dans la conduite de ces missions d'animation et d'ingénierie. Vraiment votre rôle avec à la fois les élus, bien sûr, mais aussi les bureaux d'études. Peut-être apporter un peu plus de détails sur ce sujet-là. Voilà. Vous parlez, en fait, il est question de financement de ces études. D'accord, voilà. d'accord. Des missions PVD+. C'est ça. Oui. Alors, comme on l'a rappelé au début, PVD+, c'est un programme avec, en fait, de la Banque des Territoires avec le soutien de l'Union européenne à travers la plateforme InvestEU. Et les missions sont aujourd'hui 100%, et demain aussi, j'espère, 100% financées par la Commission. L'autre question, madame? Donc l'autre question, je crois que c'était plutôt sur mon rôle en tant que chef de projet Petite Ville de demain. Donc moi, je suis vraiment là pour accompagner la commune de A à Z, en fait, depuis le montage jusqu'à la concrétisation du projet. Donc c'est déjà d'identifier les premières études qui doivent être faites, donc qui étaient déjà faites là quand je suis arrivée, puisque j'ai pris le poste en cours de route, s'il y avait quelqu'un qui était là avant moi, c'est de trouver les bons interlocuteurs, de mettre en relation avec les partenaires, qui soient financiers ou techniques. C'est également de préparer les cahiers des charges et de monter les marchés publics quand il y en a. Donc là, j'ai la chance d'être accompagnée sur ce projet par un assistant à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est quand même très, très ambitieux. Donc ça dépasse un petit peu mes capacités. Et ensuite, bien sûr, comme je le disais, de mettre en réseau la commune avec les bons interlocuteurs au bon moment. Et d'être attentive aux évolutions du projet, aux besoins de la commune, et de faire évoluer le projet en conséquence. Aussi, oui, donc en amont même du projet, il y a eu toute la partie convention ORT, donc qui a été... Oui, aussi, qui a été signé donc, au niveau de la communauté de communes Terre du Haut-Berry avec les 2 autres collectivités qui sont labellisées Petite Ville de demain. Donc là, c'était d'identifier vraiment le projet de territoire à l'échelle de la communauté de communes, et donc de le concrétiser à travers des fiches actions. Il y en a une 20aine au total entre les 3 communes. Et donc voilà. Et d'effectuer évidemment le suivi de tous ces projets. Voilà. Autre question, merci Mélodie.
Pas d'autres questions? Pas de questions dans la salle, non? Oui. Attends. Merci. Donc bonjour, Benoît Geste. J'interviens plutôt au titre de mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai une entreprise de construction de bâtiments éco-responsables. On est très qualifié pour tout ce qui va être construction de crèches, de petites écoles, de maisons médicales pluridisciplinaires, de petits centres commerciaux. Donc d'un point de vue éco-responsabilité, on fait du bois, de l'ossature bois, donc on est plutôt à la pointe. Je travaille avec un groupe qui est très industrialisé, donc on arrive à avoir des coûts et des rapports qualité-prix et délai de chantier, propreté de chantier, etc., qui ont des très hauts niveaux de performance. Et la question que je me posais, c'est comment faire pour justement entrer en contact avec des maires comme vous dans les petites villes de demain, justement, pour pouvoir travailler ensemble et proposer nos services, parce que on en fait aussi du logement social éventuellement. Donc on est capable de tout construire avec des normes de performance qui sont très élevées et dans des délais relativement courts. Donc ma question, c'était surtout comment entrer en relation et comment pouvoir me faire connaître auprès de maires ou d'agglomérations comme vous. Comment? Alors déjà sur des projets comme ceux-là, c'est des marchés publics, hein. Donc c'est vraiment un positionnement, voilà. Après, faire connaître les services de différentes entreprises. Localement, on a la possibilité on a notre réseau des entreprises. Mais ça, c'est pour le local. Donc, peuvent venir des entreprises extérieures pour se faire connaître. Et sinon, souvent, on passe aussi par l'association des maires chez nous et qui, lors de ces congrès, forums et autres, viennent présenter des partenaires potentiels. C'est souvent comme ça. Après, sincèrement, le démarchage Internet et tout ça, on en a tellement que moi personnellement, j'y prête plus attention. Je vais être honnête, hein. Voilà, donc c'est plutôt par ce biais-là et recommandations, via notamment l'association des maires. Alors, la problématique qu'on peut rencontrer aussi quand on fait des réponses à des appels de marché public, c'est que on est un groupe relativement jeune aussi, et donc souvent ce qu'on nous reproche, c'est le manque d'antériorité. Et ça, c'est une difficulté pour nous, puisqu'aujourd'hui, la construction en ossature bois, on est sur quelque chose qui est très plébiscité. Mais à côté de ça, on se retrouve avec cet obstacle-là de dire ouais, votre groupe, votre activité est trop récente. Alors que ouais, c'est un système constructif, une industrialisation qui est très, très. Qui se met en place, en fait. Et aujourd'hui, ça fait maximum une dizaine d'années que le groupe avec lequel je travaille est très solide financièrement, industriellement parlant. Il y a un vrai savoir-faire, mais qu'on commence à travailler sur des marchés publics, ça doit faire 2 ou 3 ans, et c'est vrai que quand on se retrouve avec c'est une objection à laquelle on ne sait pas comment répondre, et qui nous met des barrières. Très humblement et sous réserve qu'il y ait une confirmation plus officielle de notre institution. Donc moi, je travaille à la Caisse des dépôts. Il faut savoir que, d'ailleurs, incarné aujourd'hui par le Hub, il y a une direction de l'innovation qui propose en fait ce qu'on appelle des marketplaces. Donc aujourd'hui, de façon très industrialisée, peut-être encore trop éloignée de votre secteur, mais on a une marketplace qui s'appelle Aquagir, qui permet en fait de mettre en relation des intervenants de votre type et des collectivités sur des projets, là pour le compte plutôt afférents à des thématiques eau, mais peut-être que via vos constructions, vous avez des problématiques aussi de récupération d'eau pluviale sur les toits. Enfin voilà. Donc ça peut être un prisme d'approche. Il y a également en fait une marketplace plutôt typée numérique, mais il peut y avoir via vos bâtiments des systèmes de détection de fuite ou eau. Donc je ne sais pas si vous avez
éventuellement des synergies avec voilà, ces thématiques-là. Et puis une qui est plutôt, on va dire, en incubation et qui là, pour être plus proche, je pense, de votre secteur d'activité, qui est ciblée vers l'enfance protégée. Donc un système qui s'adresse à tout ce qui est aide sociale à l'enfance, avec un volet, pour le compte, là, bâtiment. Donc ça, c'est, me semble-t-il, encore en incubation, que moi, je ne peux pas trop m'avancer, mais je vous invite en fait à être en veille. Alors peut-être vous abonner au newsletter déjà à Coagir, au Numérique 360, sachant que ce sont les mêmes équipes derrière. Donc vous pouvez les solliciter, il y a un point de contact, ils sont très réactifs, et s'ils ne peuvent pas vous donner de réponse clairement, en tout cas, il y aura possibilité de sensibiliser, on va dire, les problématiques auxquelles vous vous faites face, pour voir quel type de marketplace pourrait éventuellement répondre, voilà, si ça correspond à notre axe d'intervention. Et une personne en ligne, Madame Lejeune d'une PVD de Montreuil-sur-Mer, indique qu'il y a aussi, il n'y a pas que des critères techniques et des critères, enfin il y a aussi des critères techniques et des critères de prix, plus que de réputation. Persévérez, vous dit-elle. Absolument. Merci à vous. S'il n'y a plus d'autres questions, il ne me reste plus qu'à remercier chacun de vous pour ce déplacement et ce témoignage plutôt enrichissant. Et j'espère que les collectivités qui nous suivent en ligne vont trouver quelques éléments super intéressants pour leurs projets respectifs. Merci beaucoup et très bientôt. Franck, pour les mots de conclusion. Petite minute de conclusion. J'ai le plaisir d'ailleurs d'inviter Suzy Chevet à me rejoindre. Elle est la directrice du programme Petite Ville de demain à l'ANCT. Peut-être juste un mot de réaction par rapport à ce qu'on... Pardon. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Franck. Donc Suzy Chevet, je suis la directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'ANCT. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'assister à ce type de présentation et notamment ce que ça vient valoriser des projets et territoires et de la réussite qu'en fait représente le programme Petite Ville de demain. Et là-dessus, notamment, je voudrais faire le lien avec l'évaluation en fait, parce que en particulier la question de la chefferie de projet en fait qui est mise en place, qui est cofinancée via PVD, en fait fait une énorme différence sur les territoires. Et dans l'évaluation qu'on est en train de mener sur le label, on le constate et on a aujourd'hui des éléments qui permettent de le caractériser. Donc voilà. Donc et puis là, on le voit avec les projets effectivement, et puis souvent l'accompagnement là apporté par la chef de projet. Deuxième chose sur l'effet levier quand même sur les financements, il est décisif. Aujourd'hui, on a 3,7 milliards d'euros d'engagement avec les partenaires financiers PVD depuis le lancement du programme. C'est énorme en fait, enfin, je veux dire, voilà, sur 6 ans. Et en plus, le deuxième constat important, c'est en lien avec cette fameuse chefferie de projet notamment. Par exemple, je vais prendre l'exemple du fonds vert, parce que donc, je dis sur l'évaluation, on a des données assez caractérisées. Mais sur le fonds vert en particulier, on a constaté que pour les petites villes PVD, en fait, elles déposaient plus de projets sur le fonds vert et qu'ils étaient plus acceptés comparé aux villes, on va dire, de même taille, enfin voilà, avec les mêmes critères. Donc on a en plus une capacité aujourd'hui à caractériser cet apport de petites villes de demain. Et donc le club, enfin PVD+, pardon, là-dessus c'est vraiment essentiel parce qu'on est tout à fait en fait dans ce travail d'ingénierie qui permet la réalisation des projets des petites villes de demain. Merci beaucoup Suzy pour souligner à quel point le hub est vraiment ce lieu de rencontre de tous les partenariats. On a des entrepreneurs, on a la NCT, on a les territoires, on a les consultants et c'est vraiment l'objectif de faire travailler tout le monde ensemble et nous-mêmes on se fait travailler ensemble aussi avec les autres, vraiment on se met au même niveau. Et je retiens d'ailleurs de votre intervention qu'on avait lancé il y a quelques temps une série qu'on avait appelée Que peuvent les startups pour les PVD, où justement on faisait intervenir des entrepreneurs qui avaient des solutions à proposer. Peut-être qu'il serait temps de le réactiver et peut-être que le thème l'éco-construction, la construction éco-responsable, c'est ça ce que vous avez dit, voilà, pourrait être un thème sur lequel on aurait à travailler avec quelques témoignages de territoire et des entrepreneurs, histoire de, voilà, faut aussi donner à voir toutes ces choses qui sont un peu nouvelles, qui sont innovantes, qui peuvent faire parfois un peu peur. Faut aussi rassurer en montrant les exemples, en montrant la capacité à faire et peut-être qu'on peut travailler sur cet aspect-là prochainement.
Voilà, donc en termes de conclusion, moi je vous remercie tous infiniment. Je pense qu'on a fait, s'il le fallait encore, la preuve que la transition écologique n'est pas qu'une contrainte, n'est pas qu'une norme qui tombe d'en haut, c'est vraiment un levier pour réaliser les projets, pour revitaliser les territoires. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir et pour ça PVD+ peut accompagner. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, il y a vraiment encore des moyens pour vous accompagner sur tous ces sujets. Merci beaucoup et à très bientôt au Hub des Territoires ou ailleurs. Au revoir. Merci Cécile.